Le Cambodge. Un pays presque totalement intégré au bassin du Mékong. Comme les veines d'une feuille, ses affluents s'y débouchent dans toutes les directions, reliant chaque parcelle de terre au fleuve bouillonnant de vie. Ici, les dernières plaines boisées ouvertes de l'Asie du Sud-Est abritent un oiseau si rare qu'on l'a cru éteint. Et dans cette mosaïque de jungle, de petits primates méconnus traversent la canopée de saut en saut. Les habitats saisonniers sont formés par les eaux du fleuve. Et ses rives elles-mêmes fournissent un refuge important. Le Mékong continue son voyage et atteint une région où il influencera l'intégralité du paysage et de l'environnement. Le Mékong arrive au Cambodge depuis le nord, où les eaux du fleuve rencontrent une série de cascades époustouflantes à la frontière entre le Cambodge et le Laos. Après ces chutes, le courant serpente entre d'immenses rochers et poursuit sa route en direction de la mer de Chine méridionale. Ces cascades sont les plus larges du monde et ne sont hautes que de quelques mètres, mais leur volume et leur puissance sont gigantesques. Ici, le Mékong s'élargit jusqu'à 10 km durant la saison des pluies, mais son influence est bien plus grande. 86% du Cambodge se trouve dans le bassin du Mékong. Cela signifie que tous les habitats sont influencés par le fleuve qui traverse le pays en direction du Vietnam. Le jour se lève sur Ratanakiri. Nous sommes à l'extrême nord-est du Cambodge, près de la ligne de partage du Mékong. Cette région peut se féliciter d'être l'une des plus grandes forêts en Asie du Sud-Est, avec plus de 500 km². Même si nous sommes en pleine saison sèche, la forêt est toujours verte. Les arbres à feuillage persistant, vieux de plusieurs millions d'années, culminent jusqu'à plus de 40 mètres de hauteur. Un refrain distinctif résonne à travers la canopée verdoyante. Il provient de l'un des primates les plus notables du Cambodge. Le gibbon à joues jaunes. On pense que les gibbons possèdent la même structure vocale que les humains, montrant que nous avons simplement appris à nous servir de nos voix de façon plus complexe. Les individus peuvent être reconnus par leur mélodie distincte qu'ils utilisent pour marquer les limites de leur territoire. Mais il est une limite qu'ils ne dépasseront jamais, le fleuve du Mékong. Le Mékong agit comme barrière géographique. Des deux côtés, les animaux ont évolué pour être suffisamment différents les uns des autres, pour être devenus des espèces à part entière. Le gibbon à joues jaunes n'a obtenu ce statut que très récemment. Il est facile de comprendre d'où ces singes tiennent leur nom. Ce jeune mâle a l'esprit occupé. Il a récemment perdu son père à cause du braconnage. Les gibbons vivent en petite famille, la mère, le père et leurs enfants. À l'âge de 6 ans, c'est lui l'aîné, et dorénavant le mâle alpha de sa famille, et il prend encore ses marques. Il rejoint sa mère en deuil, bien plus claire de pelage que lui. La mort soudaine de leur partenaire est une grande perte. Une fois unis,
Les couples de gibbons restent ensemble durant de nombreuses années. Et cette femelle a dû investir toute son énergie et son attention dans son partenaire et ses enfants. Cette ancienne famille de 5 est maintenant une famille de 4. L'aîné a 2 petits frères et sœurs, l'un noir, âgé de 2 ans, et un bébé brun âgé de 4 semaines seulement. 500 familles de gibbons vivent à Ratanakiri. Avec une telle densité de population dans une région, la compétition pour la nourriture est féroce. Ils doivent défendre leurs frontières contre les familles voisines. Le fils aîné a dorénavant beaucoup de responsabilités. Il ne remplacera jamais complètement son père, mais il devra aider sa mère à prendre soin des petits jusqu'à ce qu'il fonde sa propre famille. Le Ratanakiri accueille la plus grande population au monde de gibbons à joues jaunes. Ils se trouvent tout à l'ouest de leur zone d'habitat. Les affluents se jettent dans le Mékong, qui parcourt 500 km à travers le Cambodge, en direction du sud avant d'entrer au Vietnam. Tandis que le reste de la famille dort, le fils aîné fait une ronde pour veiller au moindre signe de danger. Il se déplace dans la canopée en se servant du moyen de transport préféré des gibbons, la brachiation ou balancement. Les gibbons sont les meilleurs balanceurs de la jungle. Leurs longs bras leur donnent une allonge impressionnante pour se balancer comme une pendule de branche en branche. Ils possèdent une articulation sphéroïde, non seulement dans l'épaule, mais aussi au poignet. Cette adaptation permet aux articulations de tourner à 360 degrés, donnant la capacité aux gibbons d'aller n'importe où. Leurs mains crochues sont dotées de muscles très longs et puissants, leur permettant de s'accrocher aux branches pendant des heures. Confiant qu'il n'y a pas de danger immédiat, il retourne à sa famille et tous prennent leur petit déjeuner d'une façon bien particulière. Les gibbons se nourrissent pendus aux arbres. Un primate qui s'assoit sur une branche pour manger doit attirer la nourriture vers lui, alors qu'un gibbon accroché fait déjà ployer la branche sous son poids et peut atteindre ainsi plus facilement la nourriture. Le repas de ce matin est un fruit doux et juteux, leur premier choix s'il y en a. Le fruit apporte aux singes une nutrition riche en énergie, et en le mangeant, ces derniers aident la forêt à se régénérer. Ils mangent le fruit à un endroit, puis ils se déplacent à un autre pour déféquer, permettant ainsi de disperser les graines non digérées à travers la forêt. Mais leur régime ne se réduit pas aux fruits. Ils peuvent passer aux fleurs et aux feuilles et même changer quelle partie spécifique de la plante ils mangent selon ce qui est disponible. Cette alimentation sélective signifie qu'ils peuvent combler tous leurs besoins nutritifs sans quitter leur territoire, peu importe la saison. Ce bébé est fatigué de s'accrocher avec maman pendant qu'elle mange. Son frère lui offre une diversion bienvenue. Il ne s'agit pas seulement de s'amuser. Le jeu mène à l'exploration, à la créativité et à l'apprentissage. Un cerveau qui joue, c'est un cerveau qui grandit. Mais tout le monde n'est pas impressionné par ce chahut. Leur grand frère est trop préoccupé par ses nouvelles responsabilités pour s'amuser avec eux. Il s'assure que les petits ne s'aventurent jamais trop loin.
Les braconniers chassent dans cette région. Le voile de la canopée est donc essentiel à la survie de la famille. Pour l'heure, le jeune mâle et sa famille resteront cachés à l'abri du feuillage vert de ce refuge forestier. Depuis les hauteurs de la canopée jusqu'aux profondeurs du sol de la forêt, les rayons cinglants du soleil sont interceptés avant d'atteindre le sous-étage, donnant une température agréablement plus fraîche de quelques degrés. Ici, les troncs épais des arbres, les longues branches sinueuses et les profonds tapis de feuilles se mêlent, formant un habitat caché. Et savoir se cacher est très important si l'on veut survivre au sol. Le camouflage. Les animaux jouent à l'ultime partie de cache-cache, se confondant parfaitement avec leur environnement, jusqu'à ce qu'ils décident de se montrer. Il y a un organisme qui a poussé l'art du camouflage à son extrême. Le phasme. Les phasmes sont les rois du déguisement. On en trouve partout dans le monde, mais ils sont plus nombreux et diversifiés ici, dans les tropiques de l'Asie du Sud-Est. Ces créatures modifient leur silhouette, leur couleur et leur aspect selon leur environnement, et peuvent même parfois imiter des odeurs et des sons. Une glande située dans un de leurs tibias détecte les vibrations sonores et au sol, leur permettant de sentir les prédateurs approcher. Bien que le camouflage soit un excellent moyen de défense contre les prédateurs, il est à double tranchant. La menthe religieuse, un des plus redoutables prédateurs à 6 pattes. La menthe attend en silence. Elle peut rester des heures ainsi à attendre le bon moment pour bondir. Ses grands yeux composés fonctionnent comme des jumelles, lui permettant de se concentrer sur sa proie. Le phasme sent le danger. Il semble trembler de peur, mais en réalité, il tremble volontairement pour tenter d'imiter le balancement de la végétation alentour et se fondre dans le décor. Mais la menthe religieuse n'est pas dupe. Elle s'élance à la vitesse de l'éclair. Ses pattes rapides qui se referment comme des étaux rendent presque impossible toute tentative d'évasion. Une articulation entre sa tête et sa gorge lui donne une incroyable flexibilité et lui permet de tourner la tête à presque 300 degrés et rester en alerte tout en dévorant sa proie. Malheureusement pour ce phasme, son corps vert se détachait du paysage de branches brunes. Quand le camouflage est le seul mécanisme de défense, choisir le bon environnement est essentiel si l'on veut éviter de se faire croquer. Dans les hauteurs de la canopée, les appels troublants des gibbons résonnent à travers la forêt. Ces vastes jungles sont les poumons de l'Asie du Sud-Est, puisant l'énergie du soleil. Chaque feuille parfaitement orientée pour assimiler le plus de lumière possible. Alors que la forêt expire, de la vapeur d'eau est libérée dans l'atmosphère, formant une étonnante brume qui enveloppe la canopée. Tandis que le jeune mâle n'a personne pour lui apprendre à s'occuper de sa famille, son petit frère apprend en observant le meilleur des professeurs, sa mère.
Elle se déplace dans la canopée avec son petit seulement âgé de quelques mois. C'est un petit mâle. Sa fourrure claire de bébé commence déjà à noircir et elle restera noire à l'âge adulte. Les bébés femelles deviennent également noirs, mais retrouvent leur couleur claire une fois adultes. Ces différences manifestes entre les deux sexes sont très communes chez les gibbons, même très jeunes. Son bébé semble faire partie d'elle quand elle le porte sans effort de branche en branche. Elle cherche l'enchevêtrement idéal de branches pour commencer la leçon du jour. Une fois satisfaite de sa position, la leçon peut commencer. Elle apprend d'abord à son fils quelque chose de très important s'il veut éviter d'avoir à se battre pour manger. En se nourrissant à l'extrémité des branches. Là-haut, il peut s'entraîner sans trop s'éloigner. Il quitte lentement le giron maternel. Les seuls autres animaux pouvant monter sur ces petites branches sont les petits oiseaux et les écureuils. Donc s'il maîtrise cette technique, il n'aura pas à s'inquiéter des autres espèces de primates pour se nourrir. Pour son grand frère, c'est devenu parfaitement naturel. Le jeune singe a réussi. Il ramasse une graine et retourne sur la branche. Puis ils partent jusqu'à un nouvel endroit pour la leçon suivante. La mère vérifie plusieurs branches pour d'éventuels prédateurs ou quoi que ce soit qui pourrait nuire à son enfant. Ensuite, ce sont ses talents de marcheur qui sont mis à l'épreuve. Le petit avance avec précaution sur les branches fines. S'il surestime la solidité d'une branche sous son poids, c'est une chute de 12 mètres qui l'attend. Sa mère reste donc près de lui. Il semble rapidement prendre confiance. Il est temps de passer à l'épreuve la plus difficile qu'il ait connue, se balancer. Sa mère le surveille de près. Il a un talent naturel. Il n'a pas besoin de beaucoup d'encouragement. Il faudra attendre encore 10 mois avant qu'il ne quitte les bras de sa mère et devienne pleinement indépendant. Mais ce gigantesque terrain de gymnastique restera sa maison, car les gibbons ne descendent que rarement au sol. Le brouillard de vapeur qui recouvre la canopée se condense en pluie, qui elle-même s'écoule en ruisseaux qui descendent les flancs des montagnes. Serpentant à travers les forêts, ils convergent en plus grands affluents. Beaucoup d'entre eux se rencontrent dans l'une des plus grandes provinces du Mékong, Stung Treng. Durant la saison des pluies, la plupart des terres sont complètement submergées. Mais lorsque le niveau baisse, des forêts isolées émergent et de petits îlets apparaissent. C'est sur leur rivage abrité que niche toute une variété d'oiseaux. Ici, les plantes doivent tenir plusieurs mois sous l'eau, suivies par une saison sèche sans la moindre pluie. Cette région est un refuge important pour les poissons qui migrent des nombreux affluents. L'influx de poissons amène l'arrivée d'un oiseau ayant élevé la pêche au rang d'art. La sterne de rivière en danger critique d'extinction. Une espèce magnifique, reconnaissable à son bec jaune, sa tête noire et sa queue grise.
Le Cambodge accueille le plus grand nombre de sternes en Asie du Sud-Est, mais on n'en décompte qu'une centaine et leurs sites de reproduction sont protégés. Ces oiseaux sont arrivés des rivières et des lacs d'eau douce pour se reproduire et resteront ici 3 mois. Le Mékong offre une quantité abondante de poissons frais, la base de leur régime alimentaire. C'est pourquoi ils choisissent ces rives comme résidence d'été. Toutefois, les habitudes de nidification de la sterne ne garantissent pas une saison des amours fructueuses. Chaque sterne femelle pond toujours 3 œufs. Elles ne fabriquent pas leur nid, mais elles le creusent dans le sable. Si cela empêche les œufs de rouler dans l'eau, cela signifie qu'ils sont exposés aussi bien aux inondations qu'aux prédateurs, et même aux voisins curieux. Cette famille comporte 2 bébés survivants âgés de seulement 2 semaines. Les petits sont seuls. Leurs 2 parents sont partis chercher à manger, car les bébés doivent grandir rapidement. Lorsque vient la mousson, ces îlets sont très vite submergés. Les oisillons devront s'être couverts de plumes ou ils se noieront. Leurs ailes doivent grandir vite. Les petits esselés demandent même à manger à d'autres sternes qui les survolent. Les poissons abondent dans ces eaux peu profondes. Plongeant sans effort, la sterne mâle attrape sa proie. Sa compagne l'aide à préparer le repas des petits. Les couples de sternes demeurent fidèles non seulement l'un à l'autre, mais aussi à leur terrain de pêche, et retournent toujours au même endroit pour s'accoupler chaque année. Le mâle nettoie sa prise, tandis que la femelle supervise. Elle emmène ensuite le poisson à ses petits, avant de décider qu'il n'est pas assez propre. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le bébé affamé a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre en avalant le poisson tout rond. Pendant qu'il se repose pour digérer, son frère attend encore qu'on le nourrisse. Il quitte le nid à la recherche d'un repas. Ne sachant pas voler, il fait une cible idéale. Et quelqu'un l'observe. Un pigargue à tête grise. Un immense rapace trapu, pour qui les oisillons sans défense sont des proies faciles. Il serait capable de l'avaler tout cru. La sterne femelle retourne enfin au nid et découvre la disparition de son bébé. Elle se met immédiatement à émettre un cri d'alarme pour que son petit le suive jusqu'au nid. Le jeune intrépide entend l'appel de sa mère et se précipite vers elle. Le pigargue pèse 2 kilos, beaucoup plus que l'oisillon.
La réponse rapide du petit à l'appel de sa mère lui a sauvé la vie pour cette fois. Contrairement aux sternes qui doivent attendre plusieurs semaines avant d'être pleinement mobiles, certains oiseaux naissent à un état très avancé. Le petit gravelot. Un oiseau de rivière à pieds palmés doté d'un cercle jaune vif autour de l'œil. Cette femelle est venue s'accoupler sur les rives du Mékong. Âgé de quelques jours à peine, ce petit a tout de sa maman. Et il a très envie de l'imiter pour épancher sa soif. Le jeune ne tarde pas à boire tout seul. Les petits gravelots deviennent indépendants bien plus tôt que les sternes et ont par conséquent plus d'impact sur leur propre survie. Il faudra attendre encore 1 mois avant que les petits qui nichent sur ces rives aient développé leurs muscles pour s'envoler. Puis en été, lorsque la mousson atteint son apogée et que les îlets sont submergés, ils se seront couverts de plumes et ils prendront leur envol. Ils feront chemin vers les lacs et les rivières d'eau douce où ils passeront l'été. Mais avant cela, ils doivent s'exposer aux dangers sur les rives du Mékong. La saison sèche continuera encore 1 mois et les températures resteront chaudes, atteignant les 40 degrés Celsius. Tandis que le niveau de l'eau baisse, la région est de plus en plus sèche, mais le paysage reste parsemé de petites zones humides. Les trapengs, ces trous d'eau temporaires, sont le résultat de la saison des pluies. On en trouve partout au Cambodge. Les trous d'eau sont des habitats de choix lors de la saison sèche, aussi bien pour des petits invertébrés que pour les oiseaux, comme ce grand koucal rouge et noir. Le bétail vient s'abreuver en masse dans ces sources vitales, tandis que les vaches broutent, leur piétinement aide à maintenir les trous. On trouve des essaims entiers d'un insecte, en particulier sur les rives du Trapeng. Ces papillons mâles se comptent par centaines. En formant des groupes très serrés, ils font fuir les prédateurs. Ces mares sont pour eux une importante source de sodium, qui les attire à plusieurs kilomètres à la ronde. Ils aspirent l'humidité grâce à leurs trompes. Leurs muscles déploient cet appendice enroulé, un processus qui s'apparente à un mécanisme hydraulique. Les nutriments sont absorbés et les déchets liquides sont éjectés. Avant la saison des amours, il est particulièrement important pour les mâles de récupérer le sodium, car ils le transmettent aux femelles lors de l'accouplement, ce qui améliore la viabilité de leurs œufs. Les trapengs pourront subvenir aux besoins de nombreuses espèces de papillons, qui se déplacent gracieusement d'un endroit à un autre, en essayant d'ingérer autant de nutriments que possible. Lorsque votre vie d'adulte ne dure que 2 semaines, chaque seconde compte. Ces trous d'eau sont peut-être pratiques pour les papillons, mais ils demeurent essentiels pour un animal en particulier. Autour des trapengs se trouve une forêt bien différente des collines verdoyantes du nord-est. Voici Timat Bowi, la dernière étendue de forêt de basse terre d'Asie du Sud-Est. Dominée par les diptérocarpacées, qui comptent parmi les plus grands arbres tropicaux du monde, atteignant jusqu'à 50 mètres de hauteur. Cet environnement unique abrite l'un des oiseaux les plus rares au monde. Tôt ce matin, une équipe d'ornithologues part en mission. Ils sont à la recherche d'un oiseau presque mythique au Cambodge. L'ibis géant. On l'a cru éteint,
Mais on sait aujourd'hui qu'il ne survit que dans cette petite région de basse terre dans le bassin du Mékong. On estime qu'il en reste moins de 200 actuellement. L'équipe aperçoit un mouvement au loin. Un nid. Au premier abord, il semble vide. C'est une erreur. Deux petits oisillons s'éveillent et font leur apparition. Ce sont des ibis de Davison, des cousins proches des ibis géants. Cette espèce est également gravement menacée, avec seulement 500 individus dans la nature, dont 400 au Cambodge. Les deux petits ne sont âgés que de quelques semaines et veulent se réchauffer après la fraîcheur de la nuit. Ils n'ont pas encore leurs plumes d'adultes, mais on peut voir le cercle blanc distinctif autour de leur cou. En attendant que leurs parents reviennent avec le petit déjeuner, ils lissent leurs plumes, une habitude importante qu'ils devront garder pour préparer leurs plumes d'adultes à voler. Les ornithologues reprennent leurs recherches. L'ibis géant ne devrait pas être difficile à repérer, car c'est l'un des plus grands oiseaux du Cambodge, mesurant 1 mètre et pesant 4 kilos. Son cri est également très reconnaissable. Mission accomplie. Au-dessus d'eux, ils repèrent leur cible. Un ibis géant, une femelle adulte. L'animal national du Cambodge est une bête magnifique. C'est l'un des derniers vestiges de l'ère de la mégafaune, où des animaux géants peuplaient la Terre il y a environ 12 000 ans. Cet oiseau spectaculaire est un morceau d'histoire à lui tout seul. Elle vole en cercle pour trouver à manger et s'assurer qu'il n'y a pas de danger. 2 bébés occupent un nid plus bas. À 3 semaines, ils grandissent vite, pesant déjà 2 kilos. C'est une vraie réussite pour les ornithologues. Les petits ne savent pas encore voler et doivent se protéger quand leurs parents ne sont pas là. Un grand corbeau noir entre sur leur territoire. C'est l'occasion de s'entraîner aux menaces. Ils se gonflent jusqu'à 2 fois leur taille normale dans le but d'effrayer l'intrus. Mais les renforts ne sont pas loin. Sentant leur détresse, leur mère les rejoint. Elle ne reste pas longtemps et les laisse à nouveau tout seuls. La vie dans le nid n'est pas des plus harmonieuses. Les 2 frères se donnent des coups de bec. Cette querelle fraternelle se transforme rapidement en harcèlement, car l'un des deux est manifestement plus fort que l'autre. Ce genre de comportement est habituel chez les petits couvés, et lorsqu'il y a peu de nourriture à partager. Lorsque les parents reviennent avec le repas, il n'y a qu'une bouche qui réclame à manger. Le petit plus faible s'est soumis au coup de bec de son frère et reste immobile avec les ailes autour de lui pour se protéger. L'oisillon le plus fort continue d'attaquer son frère tout en mangeant.
On est bien loin de l'amour fraternel. La mère ibis ne tente pas de nourrir le plus faible. Si cela peut sembler comme de la négligence parentale, investir toute son énergie dans un seul enfant résistant peut être un moyen plus sûr pour elle de faire perdurer ses gènes. À cause de la taille de l'ibis géant, les petits doivent manger en grande quantité pour atteindre leur poids adulte. Il est probable qu'un seul de ces deux oisillons atteindra la maturité. Ici, c'est la loi du plus fort qui règne. Mais tout n'est pas perdu. Le faible petit tente de se nourrir chez son père. Il a de la chance, le mâle lui laisse une part de son repas. Apprendre à s'affirmer sera une leçon vitale pour l'oisillon s'il veut garder ses chances face à son frère. Pouvoir assister au mode de vie de l'ibis géant est un cadeau rare. Les ornithologues ont eu beaucoup de chance. La forêt de Timad Bowie est le dernier refuge pour ces oiseaux impressionnants que l'on trouvait autrefois partout en Asie. Si cette créature extrêmement rare n'a pas disparu, c'est uniquement grâce aux efforts de conservation des Cambodgiens qui espèrent que leur oiseau national continuera à veiller sur les générations futures. Alors que la saison sèche touche à sa fin, les plaines de Timad Bowie sont manifestement arides. Dans cette chaleur écrasante, les premières pluies sont bienvenues. Au Cambodge, plus des 3/4 des précipitations tombent lors de la mousson, qui ne doit pas arriver avant 1 mois. Les trapengs commencent à se remplir, aussi bien d'eau que de poissons. Ce qui n'est pas passé inaperçu chez ces oiseaux. Alors que la courte averse imbibe le sol, les insectes et les vers en sont évacués et deviennent des proies faciles. Ces intervalles pluvieux ne sont que de courte durée, mais ils causent l'apparition de grenouilles. Elles sont capables d'absorber l'eau et l'oxygène directement à travers leur peau. Mais cette perméabilité peut aussi provoquer des assèchements. Lors de la saison sèche, cela peut poser problème. Une grenouille a trouvé la solution idéale. Afin de rester fraîche et de conserver l'eau, elle passe la majorité de sa vie sous terre. L'Upérodon globulosus. Une grenouille très ronde que l'on retrouve partout en Asie du Sud-Est. Les pluies saisonnières la font sortir de son trou pour se reproduire. Malheureusement, son camouflage fonctionne trop bien. Et les fourmis n'arrivent pas à distinguer la grenouille du sable. Elle profite de cette confusion pour attraper un en-cas au passage. Ses membres inférieurs sont positionnés comme des petites pelles, parfaitement placées à l'arrière pour creuser à reculons. Elle restera dans le sable jusqu'à la prochaine averse et ne sortira définitivement qu'à la saison des pluies. Deux semaines plus tard, les ornithologues retournent à Timad Bowie pour prendre des nouvelles des ibis de Davison. Les petits ont perdu leurs plumes grises de bébé et sont maintenant d'un noir d'encre. Ils ont grandi et sont presque à l'étroit dans leur nid, où ils se battent pour s'installer. Ils n'ont visiblement pas assez de place. Ils tentent de s'allonger, mais ne sont toujours pas assez costauds pour s'envoler. Même aller aux toilettes devient une vraie stratégie.
Ils défèquent à l'extérieur du nid, non seulement pour qu'ils restent propres, mais aussi pour s'assurer que leur foyer n'ait pas d'odeur qui pourrait trahir leur position aux prédateurs. Bien qu'ils ne visent pas toujours très juste. Les petits n'ont plus que 2 semaines à passer dans le nid. Et bientôt arrivera le jour où ils pourront déployer leurs ailes et s'envoler. Tandis que le soleil se couche sur les rives du fleuve, le flot éternel de cette force de la nature descend vers le Vietnam. Si chaque année les rythmes saisonniers du Mékong demeurent constants, le fleuve a grandement changé son trajet au cours des derniers millénaires. Depuis la période glaciaire, il s'est déplacé de presque 600 km à l'est. En se creusant un nouveau parcours, il exerce une influence majeure sur la faune et la flore qui vivent au Cambodge et ses environs. C'est une nouvelle journée et le soleil brûlant rayonne sur Mondulkiri, une province reculée à l'est du Cambodge. Ici se trouvent les contreforts de la cordillère anamitique, dont l'eau s'écoule dans le Mékong. Une mosaïque de forêt couvre 98% de son territoire. Chaque centimètre carré y est grouillant de vie. Couvrant plus de 4000 km², la province de Mondulkiri est l'une des régions les plus isolées du Cambodge en raison de son terrain accidenté. Cette inaccessibilité signifie que sa faune et sa flore doivent encore être étudiées. Notamment l'un des primates les plus mystérieux au monde. Le douk à pattes noires. Cette espèce menacée, native de la région est du Cambodge et du sud-ouest du Vietnam, ne se laisse que rarement filmer. Pourtant, Mondulkiri est rempli de ces singes. Environ 42 000 d'entre eux vivent dans cette province. C'est le matin et ce groupe prend son petit déjeuner. Tandis que les gibbons à joues jaunes vivent en petite unité familiale, ces singes ont une approche parentale bien plus collaborative. Une femelle s'éloigne de son petit pour se nourrir. Et une femelle plus jeune en profite pour jouer les nourrices. La mère observe les gestes de la jeune baby-sitter avec attention. Elle s'en sort bien. Jusqu'à ce que le mâle dominant se lance sur la branche et lui fasse perdre l'équilibre. Le bébé s'agrippe de toutes ses forces pour ne pas tomber, tandis qu'elle s'efforce de remonter sur la branche. Fort heureusement, une femelle plus âgée se précipite à leur secours. Une fois soulagée de savoir que son petit est entre de bonnes mains, la mère repart se sustenter. Pour les douks à pattes noires, manger peut être un travail à plein temps. Les feuilles de ces arbres, qui constituent la base de leur régime, sont riches en fibres, mais pauvres en nutriments. Chaque repas prend donc plusieurs heures. Une fois que les réserves se sont taries, il est temps de passer à l'arbre suivant. Les douks à pattes noires sont les rois du saut en longueur. Ils se déplacent à la suite sur des chemins déterminés, avec le plus souvent une femelle en tête et les autres qui la suivent à la queue leu-leu. Et le mâle dominant ferme la marche. Le groupe s'aligne sur une branche, prêt à bondir vers l'arbre suivant. Un bébé tente de s'agripper à sa mère. Mais celle-ci le mord et lui fait comprendre qu'il devra essayer de traverser tout seul.
Une autre femelle pousse également son bébé sur la branche pour tester aussi ses capacités. Les deux jeunes veulent être portés, mais leurs appels restent vains, car les adultes sautent tous de l'autre côté sans les attendre. Un tel saut doit être intimidant pour ces singes minuscules. Mais il est évident qu'ils n'ont pas le choix. Comme les deux petits restent timides pour tenter leur chance, le mâle dominant passe devant eux pour les encourager. Le plus grand des deux rassemble son courage et franchit le pas. Il réussit son saut et se hisse pour rejoindre son père. Le deuxième bébé, une femelle, n'est pas confiante. Elle ne veut pas être abandonnée, mais elle manque de courage. Finalement, les cris du bébé ne sont plus ignorés et un adulte vient à la rescousse. La petite a réussi à éviter le danger cette fois. Mais elle devra trouver le courage de tenter de tels sauts si elle ne veut pas rester à la traîne. Dans ces forêts, il est crucial de prendre des risques pour survivre. Alors que le Mékong continue son incessant voyage vers la mer, il émerge finalement des dernières collines et entre dans l'immense étendue de son lit majeur. Il quitte le nord du Cambodge et sa mosaïque de forêts, où le jeune gibbon mâle devra bientôt fonder sa propre famille. Et les plaines boisées, dernier refuge de l'ibis géant. Tout au long de la saison sèche, le fleuve a été le lien vital de la région. Mais cela va bientôt changer. Les moussons estivales sont en chemin, tandis que le Mékong se dirige vers le cœur du Cambodge et que commence la saison des moussons, le fleuve en crue offre une abondance saisonnière d'une ampleur magistrale. Le Cambodge, un pays au paysage époustouflant débordant de vie. Les forêts tropicales et les plaines verdoyantes abritent d'innombrables espèces. Le cœur du Cambodge est traversé par les eaux puissantes du Mékong. Le flux et reflux spectaculaire du fleuve entre saison sèche et mousson affecte toutes les formes de vie. Depuis les zones humides où l'on attend la crue annuelle du grand lac Tonlé Sap, tout comme sur les rives du grand fleuve, jusqu'aux limites des vastes plaines d'inondations, tous les êtres vivants doivent s'adapter aux incroyables changements saisonniers du Cambodge. Nous sommes en avril, le mois le plus chaud de la saison sèche au Cambodge. La brume matinale atténue la chaleur à venir. Le Mékong est à son plus bas. Ces prairies, à la limite du lit majeur au nord-est, n'ont pas vu de pluie depuis des mois.
En milieu de matinée, l'air est étouffant. Pour la plupart des animaux, il est déjà temps de s'abriter. Certains ne connaîtront plus jamais la pluie. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Une silhouette familière apparaît presque immédiatement dans le ciel. C'est l'occasion rêvée pour un repas facile. C'est un corbeau qui arrive le premier. Il devra être rapide. En quelques minutes, une nuée tournoie dans le ciel. En vol, un vautour peut repérer une telle carcasse à plus de 6 km. Le corbeau semble ne pas arriver à percer la peau dure de la vache. De toute façon, il n'a plus le temps. Malgré la taille du repas, ces vautours ne voudront pas le partager, même entre eux. Déployer les ailes est une menace. Ce mâle tente d'éloigner les autres de son butin. De plus en plus d'oiseaux affamés arrivent sur place. Un mélange de vautours à long bec et de shogun. Pendant que la carcasse est encore fraîche, le plus facile est d'attaquer les zones plus tendres près de la queue. Mais il faut se battre pour les atteindre. D'autres passent par la tête, où il y a moins de demandes. Leurs longs coups déplumés sont parfaitement adaptés pour se faufiler dans tous les recoins de la carcasse. Leur capacité à fouiller avec autant d'efficacité permet aux vautours de survivre sans problème en période de sécheresse. Le plus difficile semble de se supporter les uns les autres. Les vautours doivent se disputer pour avoir accès à leur repas. Certains se battent, d'autres s'affrontent avec des menaces spectaculaires. Tout le monde semble sortir perdant de cette pagaille. Mais le chaos n'est qu'une apparence. Il y a une méthode dans cette folie. Une hiérarchie finit par se profiler et réguler l'accès à la carcasse. Les plus jeunes et plus faibles battent en retraite. Laissant les plus forts entamer leur festin.
Mais la victoire n'est que de courte durée. Une seconde vague arrive. Ils doivent également revendiquer leur dû. Cette nouvelle arrivante se grandit autant que possible. Elle établit sa domination et gagne sa place sur la dépouille. Elle chasse un autre concurrent. Et de cette étrange démarche, elle affirme son autorité et retourne se nourrir. Mais les vautours ne sont pas des animaux patients. Il y en a toujours un pour couper la file d'attente. Malgré toutes les menaces et les disputes, les choses sont moins brutales qu'elles n'en ont l'air. Personne n'a intérêt à être gravement blessé. Les vautours sont en réalité des animaux très sociaux. Ils dépendent les uns des autres pour trouver à manger, et l'attroupement autour de la carcasse sert un but commun. Un chacal doré les surveille de loin. Bientôt, cette équipe agitée devra défendre son repas. Les charognards ont la belle vie lorsque le Mékong est à un niveau bas. Depuis sa source dans l'Himalaya, le Mékong parcourt plus de 3000 km à travers l'Asie du Sud-Est avant d'atteindre le Cambodge. Il y commence un voyage de près de 500 km pour traverser le pays en son centre. La plupart des animaux du Cambodge attendent les pluies de la mousson et l'abondance qui suit avant de se reproduire. Mais dans les forêts qui longent le fleuve, un résident en particulier n'est pas troublé par le manque de ressources lors de la saison sèche. Ces roussettes de l'Aïle ont déjà commencé leur saison des amours. Elles peuvent élever leurs petits plus tôt dans l'année, grâce à leur capacité à adapter leur alimentation selon les saisons. Lorsqu'il n'y a plus de fruits, elles se nourrissent de nectar et de pollen. Les roussettes sont des chauves-souris uniques, car leurs yeux ne sont pas sensibles à la lumière. Elles peuvent donc être actives de jour comme de nuit. Alors que la plupart des chauves-souris se replient dans les grottes au lever du soleil, les roussettes se perchent en immenses groupes à l'extérieur. Elles profitent au maximum de l'ombre à disposition. Mais lorsque la chaleur d'avril est trop intense, elles ont une solution simple.
Tout est dans les ailes. Elles s'en servent comme éventail. Mais ce n'est pas tout. Leurs ailes sont remplies de vaisseaux sanguins, comme les oreilles d'un éléphant. Chaque battement d'aile attire le sang dans les muscles. Plus le sang circule dans les ailes, plus elles perdent de chaleur, comme l'eau qui circule dans un radiateur. Certaines préfèrent une solution moins fatigante. Ce mâle laisse ses ailes pendre. Cela permet de dissiper la chaleur sans aucun effort. Ces roussettes sont des mères attentionnées. Elles n'ont pas le choix. Leurs petits s'agrippent à elles durant les premières semaines. Pas facile d'explorer la canopée avec un passager accroché à la fourrure. L'allaitement dans cette position nécessite une certaine coordination. Cette mère guide son petit affamé vers son tétin sous son aisselle. Ainsi, maman peut nourrir son petit tout en restant au frais. Dans la fraîcheur du soir, les roussettes utilisent à nouveau leurs ailes, mais cette fois pour se réchauffer. En enveloppant ainsi leurs ailes autour du corps, elles réduisent leur circulation sanguine, ce qui permet de conserver la chaleur. Tandis que la nuit tombe, les roussettes deviennent plus actives. Leur temps est venu. Bientôt, la colonie disparaît dans la nuit pour se nourrir sur les rives du Mékong. Les vautours et les roussettes ne sont pas les seuls animaux à profiter de la chaleur. Les glaréoles orientales sont des oiseaux du désert australien qui migrent au Cambodge pendant la saison sèche. Malgré le manque de nourriture, elles choisissent de se reproduire à cette période, pendant que les prédateurs sont moins actifs. Les terres cultivées sont devenues un habitat presque idéal, car le bétail maintient la végétation sous contrôle et laisse des traces de sabots qui servent de nid pour les oiseaux. Toutefois, cette association avec l'homme comporte des risques. Les agriculteurs doivent pratiquer le brûlis. Le feu débarrasse le sol des mauvaises herbes et y rajoute des nutriments. Mais c'est un problème pour ces oiseaux qui nichent au sol.
Ce couple vient de pondre ses œufs dans ce champ. Ils sont réticents à partir. Alors que les flammes se rapprochent, ils n'ont pas d'autre choix que d'abandonner leur nid. Mais tout n'est pas perdu. Le couple copulera à nouveau avant que la mousson ne vienne et qu'ils ne rentrent chez eux. Leur prochain nid aura de meilleures chances de survie. Les brûlis laissent la terre plus fertile. Les plantes poussent vite et attirent les insectes, qui pourront suffisamment nourrir le couple de glaréoles pour élever leur famille. De retour à la carcasse. L'agitation des vautours a attiré l'attention d'un intrus. Un chacal doré, l'un des plus redoutables prédateurs du Cambodge. Les chacals sont des opportunistes qui chassent souvent en solitaire. Celui-ci évalue ses adversaires. Les vautours sont toujours les premiers à s'accaparer une carcasse. Ils ont l'avantage des airs. Trouver une carcasse depuis le sol est bien plus difficile. Les chacals et autres charognards terrestres n'arrivent qu'en deuxième. Et les retardataires doivent se battre pour les restes. Bien qu'ils soient largement dépassés en nombre, la faim l'emporte. Ils chargent et tentent de chasser les vautours. Individuellement, ils n'ont aucune chance face aux chacals. Mais ensemble, ils peuvent défendre leur butin. Autant de becs et de serres peuvent causer de graves blessures. Le chacal parvient à rompre leurs rangs. Et il attrape rapidement sa récompense. Mais cette opportunité ne va pas durer. Le chacal sait que les vautours ont la force du nombre. Il reste sur ses gardes avec raison. Il dévore avidement la carcasse. Chaque bouchée peut être sa dernière. Les oiseaux sont trop nombreux. Le chacal a battu en retraite et les vautours retournent à leur violent festin.
Le chacal charge une nouvelle fois dans la masse de becs et de griffes tranchants. Il tente d'attraper un autre morceau. Mais pour chaque vautour qu'il chasse, 3 autres le remplacent. Le chacal n'a d'autre choix que d'accepter la défaite. Les animaux ne sont pas les seuls à souffrir durant la saison sèche. Le Mékong fournit du poisson à des millions de personnes qui vivent sur ses lacs et ses affluents. Mais l'abondance est saisonnière. Voici les maisons sur pilotis qui bordent le lac. D'habitude, l'eau atteint les planchers. Mais durant la saison sèche, le niveau peut baisser jusqu'à 6 mètres. Les poissons se font rares et la vie est dure pour les habitants. Les difficultés pour vivre en harmonie avec le cycle annuel du Mékong ne datent pas d'hier. Elles façonnent la vie du Cambodge depuis des siècles. Angkor Wat, la plus grande structure religieuse au monde et les derniers vestiges de la plus grande cité pré-industrielle de l'histoire. Elle était autrefois peuplée de près d'1 million d'habitants. Mais durant la saison sèche, il n'y avait pas assez d'eau pour tout le monde. Leur solution se cache sous la jungle environnante. Une grande série de réservoirs et de canaux d'irrigation qui conservaient l'eau des moussons et des inondations saisonnières du lac Tonlé Sap. Bien qu'il ne reste que des ruines, les cycles saisonniers que ce peuple d'autrefois devait affronter affectent toujours les vies des hommes et des animaux du Cambodge actuel. Une fois débarrassés du chacal, les vautours sont tranquilles pour faire ce qu'ils ont de mieux à faire. Ces vautours sont surnommés gloutons à cause de leur voracité notoire. Leurs becs ne sont pas assez solides pour arracher les muscles des os. Et ils engloutissent donc de larges morceaux plus tendres. Un nouveau visage se montre bientôt. Leur cousin à tête rouge s'était retenu jusqu'ici. Ils attendent généralement que les gloutons aient ouvert la carcasse avant de se joindre au festin. Les vautours royaux possèdent des becs plus larges et plus forts que ceux des gloutons. On les surnomme les éventreurs. Leur bec est adapté pour atteindre des morceaux de la carcasse inaccessibles aux gloutons. Les deux groupes ont développé des stratégies pour exploiter les carcasses sans entrer en compétition directe.
En tant que charognards, les vautours doivent profiter d'une telle opportunité. Si possible, ils vont jusqu'à se gaver au point de ne plus pouvoir voler. Ils conservent la nourriture non digérée dans ces grandes bajoues près de leur gorge nommées jabots. Une fois leur jabot bien rempli, les vautours se replient et glissent dans un état semi-conscient pour digérer. Certains ont tellement mangé qu'ils tiennent à peine debout. Ils ne sont pas prêts de décoller avant un petit moment. Après une bonne nuit de repos, les vautours sont prêts à reprendre leur festin. Il n'en reste pas beaucoup. Les vautours ne perdent plus de temps à se mesurer les uns aux autres avec des menaces. Maintenant, c'est chacun pour soi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Cela peut sembler grotesque, mais les vautours jouent un rôle essentiel en maintenant leur écosystème en bonne santé. Ce recyclage des cadavres aide à réduire efficacement la propagation des maladies. L'acide très corrosif de leur estomac leur permet de digérer la viande putride qui pourrait empoisonner les autres animaux. Ce sont les poubelles incroyablement évoluées de la nature. Les vautours de l'Asie du Sud-Est sont aujourd'hui gravement menacés. Le Cambodge abrite leur dernière population stable. Leur habitat correspond exactement aux régions où les fermiers laissent le bétail en liberté dans les forêts. Les vautours dépendent du bétail qui ne survit pas à cette vie en liberté. Grâce aux efforts de conservation et à cette tradition d'élevage, le nombre de vautours s'est stabilisé. Ces oiseaux ont un bel avenir devant eux. Le mois de mai annonce le grand changement saisonnier du Cambodge. D'abord, les pluies de la mousson arrivent. Mais ce n'est qu'un début. Un événement plus important encore se produit à des centaines de kilomètres de là, aux sources du Mékong dans l'Himalaya. La fonte printanière des neiges. Le Mékong accueille cette libération. Le fleuve s'écoule des montagnes et traverse la Thaïlande et le Laos avant d'atteindre le Cambodge. Il apporte la vie dans le paysage aride. Le puissant Mékong atteint finalement le lac Tonlé Sap, qui déborde dans les plaines d'inondations environnantes. Le paysage se transforme très rapidement. Des tissus végétaux morts durant la saison sèche se détachent dans l'eau
et créent un environnement aquatique riche en nutriments. Les crustacés, les petits poissons et les insectes aquatiques arrivent les premiers. Et cet afflux attire de nombreux prédateurs. En quelques semaines, les plaines autrefois asséchées deviennent un paradis pour les oiseaux des zones humides. Les guêpiers attrapent les libellules, tandis que les hérons et les échasses blanches scrutent les eaux peu profondes. Les talèves sultanes descendent par centaines dans la région. Leurs longs orteils distinctifs répartissent leur poids pendant qu'elles parcourent des zones humides. Elles se nourrissent principalement de plantes, mais attrapent aussi de petits animaux, comme des mollusques, des insectes, des vers et même des rongeurs. Elles préfèrent se tenir sur une patte en mangeant, pour mieux tenir leur nourriture de l'autre. Elles vivent la majeure partie de l'année en grande nuée pacifique. Mais lorsque vient la saison des amours, les mâles commencent à se battre. Ils se disputent leurs compagnes et leur territoire. Elles sont également connues pour attaquer et tuer les prédateurs qui s'approchent trop de leurs petits. Une fois unis, les couples se séparent en petits groupes pour se reproduire. Au sein de ces groupes, les sultanes vivent étonnamment en communauté. Tout le monde partage la responsabilité de s'occuper des petits. Les petits grandissent rapidement, ce qui permet aux parents d'avoir 2 portées par saison. À 2 mois, les jeunes sont assez grands pour participer à la vie du groupe. Ils apprennent à se protéger les uns les autres et aident même leurs parents à élever la portée suivante. Mais cette société utopique n'est pas sans problème. Un balbuzard rôde dans la région. Il peut s'en prendre aux poussins. Il y a peu d'endroits où se cacher. Et les sultanes ont développé une défense particulière. Elles affrontent leurs assaillants aériens dans une guerre psychologique. Tout en mangeant, elles montrent continuellement leur croupion blanc. Cette démonstration fait croire au prédateur qu'il a été repéré.
Pensant qu'il a perdu l'élément de surprise, le balbuzard s'éloigne à la recherche d'une proie plus facile. Les poules sultanes sont moins bêtes qu'elles n'en ont l'air. Les eaux de crue du Mékong transforment les villages sur pilotis qui bordent le lac Tonlé Sap. Alors que l'eau continue de monter, les villageois passent à l'étage supérieur de leur maison spécialement conçue. En quelques semaines, les pilotis sont complètement submergés. Tout au long de la saison des pluies, le Tonlé Sap grandira jusqu'à 5 fois sa taille originale. Il finira par couvrir 1/5 du pays. Les eaux de crue sont remplies de poissons qui partent se reproduire dans le lac. Grâce à cette abondance annuelle, le Tonlé Sap est considéré comme le cœur de la nation. Tandis que le lac s'étend dans les plaines d'inondation, l'eau transforme lentement le paysage alentour. Cela donne lieu à des zones humides et des forêts submergées, l'endroit rêvé pour l'accouplement des poissons. Plus de 500 espèces de poissons vivent dans la région. Les arbres au-dessus d'eux abritent de nombreux macaques. Ces femmes s'enfoncent profondément dans la forêt inondée. Elles y retournent tous les jours pour vérifier les pièges qu'elles laissent la nuit. Mais impossible de le faire depuis le bateau. Sous l'œil attentif des macaques, les femmes récupèrent leur prise. Le poisson est si important au Cambodge que la monnaie locale porte le nom d'une petite carpe qui constitue le régime de base de nombreux habitants, le riel. Les zones humides du Cambodge sont idéales pour la faune ailée. Une espèce en particulier se démarque des autres. La grue antigone. Au début de la saison des pluies, elles sont encore dans leur territoire d'hiver, plus au sud du Mékong. Elles ne migrent au nord pour se reproduire qu'une fois que les zones humides du Tonlé Sap sont suffisamment profondes pour protéger leurs petits des prédateurs. Pour l'instant, elles coulent des jours tranquilles. Après la toilette du matin, c'est l'heure de manger. Les grues antigones mangent tout ce qui bouge. Insectes, crustacés, petits poissons et amphibiens sont tous au menu. Ces oiseaux magnifiques restent fidèles à leurs partenaires et peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Durant la saison des amours, les couples ne tolèrent pas la compagnie des autres.
Mais pour l'heure, avant de migrer au nord, elles se rassemblent en groupe. C'est une période de rare harmonie entre ces grues. Rester groupés ainsi réduit les risques d'attaque de prédateurs. Il y a toujours quelqu'un pour surveiller. Malgré l'harmonie, une nuée de cette taille nécessite de l'organisation. Elles se nourrissent dans un ordre strict pour maintenir l'ordre. Le groupe cherche à se nourrir. Les oiseaux dominants sont en tête. Les plus petits suivent derrière. Tandis que les semaines passent et que la saison des amours approche, l'humeur du groupe commence à changer. Les oiseaux se tolèrent de moins en moins. Et les esprits s'échauffent. Ces oiseaux sont impressionnants. Ils peuvent atteindre 2 mètres de haut. Et leurs ailes ont une envergure de 2,50 m. Cette chamaillerie n'est qu'un avant-goût des affrontements à venir. Bientôt, les grues partiront au nord, vers leur terrain de reproduction au Tonlé-Sap, pour se disputer leurs partenaires. Autrefois répandues dans toute l'Asie du Sud-Est, les grues antigones sont aujourd'hui gravement menacées. Le Cambodge est l'un de leurs derniers refuges. Leur survie dépend de la protection de leur habitat durant la saison sèche et la mousson. Le gouvernement cambodgien a développé un programme de conservation qui encourage les habitants à les aider, grâce à une étonnante solution naturelle. Les buffles, en broutant, aident à garder l'herbe courte et maintiennent ainsi un habitat idéal pour ces oiseaux en danger d'extinction. À la tombée du soir, les grues retournent à leur perchoir dans les arbres alentours. Bientôt, elles s'envoleront pour la dernière fois en direction du Tonlé-Sap pour se reproduire. L'eau occupait et occupera toujours une place de choix dans l'esprit des Cambodgiens. Pour les animaux qui vivent ici, les rivières et les lacs sont tout aussi essentiels. Dans les mois à venir, les eaux de crue du Tonlé-Sap reculeront peu à peu et les grues repartiront au sud. Et tandis que la saison sèche approche, les glaréoles reviendront d'Australie pour se reproduire. Et les roussettes pourront à nouveau élever leurs petits. De saison en saison, d'année en année, la vie de ces terres est dictée par le Mékong et son flot cyclique. Ce fleuve puissant est véritablement le lien vital qui rassemble tous les êtres vivants de cette région.